Chers collègues, bonjour à tous et à toutes. Rapidement, je vais me présenter. Je suis Yahi-Pierre d'Histoire-Géographie dans l'Académie de Paris, référent mémoire et citoyenneté, et je préside le concours de la résistance et de la déportation dans l'Académie de Paris avec ma collègue Corinne Gleeman, qui est donc IENT EG dans l'Académie de Paris. Donc à ce titre, l'Académie de Paris, de même que les Académies de Versailles et Créteil, nous travaillons régulièrement avec le Mémorial de la Shoah. Vous êtes peut-être inscrit au stage interdisciplinaire sur les génocides qu'anime Yanis Roder. Il a dû aller prendre il a dû s'attarder au café. Alors, je tiens à saluer l'intérêt de l'initiative prise par Jacques Frege, le directeur du Mémorial de la Shoah, que l'on connaît tous. Rappeler l'implication de Yanis Roder et d'Ophir Lévy dans l'organisation de cette journée. Saluer Claude Singer, qui doit être aussi... Ah non, il est là, Claude. Claude, qui est membre du jury du concours de la résistance depuis de nombreuses années. Et surtout, je vous remercie tous de votre présence. Nos trois collègues qui ont accepté de présenter leurs travaux devant vous aujourd'hui, et surtout en notre nom à tous, on souhaite un prompt rétablissement à notre collègue qui a eu un accident ce matin ou hier, je ne sais pas. Voilà. J'espère que la collègue va se remettre très très vite. Donc un propos liminaire très rapide pour permettre effectivement aux collègues de s'exprimer. La table ronde s'intitule « Une autre approche de l'histoire de la Shoah, projet pluridisciplinaire ». Et la question de madame, qui est professeure d'art plastique au collège Iqbal Masih de Saint-Denis, nous a permis, je vous en remercie madame, de faire la transition avec ce qui va être dit par les différents orateurs. Donc les différents intervenants vont présenter 3 projets pédagogiques pluridisciplinaires réalisés sur des territoires différents. Nous avons donc l'académie, le département de l'Orne, donc Caen, madame. Nous avons le département de Loire-Atlantique, l'Académie de Nantes, monsieur, et le département de Haute-Garonne. Alors, le premier parcours s'intitule « Parcours de vie brisée sur les traces de la famille Kahn ». Il a été rédigé par madame Marie-Édith André, qui est professeure de lettres histoire EMC au lycée professionnel Saint-François-de-Sales à Alençon, dans l'Orne. Vous intervenez dans le cadre du plan académique de formation. Vous êtes professeur ressource dans l'Académie de Caen. Vous êtes intervenu à plusieurs reprises au rendez-vous de l'histoire en 2016 et au FIG en 2017. Et votre projet associe les lettres à l'histoire, puisque vous avez cette particularité d'être dans une bivalence. Effectivement, vous montrerez comment vous avez travaillé sur le destin d'une famille, la famille Kahn, avec des élèves de première bac pro. Le second projet, intitulé « La Shoah de La Baule à Paris, Auschwitz et Berlin », est proposé par Jean-François Guérer, qui est professeur d'histoire-géographie au lycée Grand Air de La Baule en Loire-Atlantique. Donc, vous avez travaillé avec des élèves de première, ES, des élèves de troisième, sur la famille Bessot, et ce projet était mené avec un enseignant d'art plastique. Le troisième projet, sur ma gauche, Cédric Marty, qui est professeur au collège Condorcet de Nailloux en Haute-Garonne. Vous êtes chargé de mission académique pour le centenaire de la Première Guerre mondiale et vous avez travaillé sur les traces d'une famille juive dans l'Europe du XXe siècle, et c'est plus particulièrement la famille Niedermann, avec des élèves de troisième sur plusieurs années. Et vous avez associé le professeur d'art plastique à ce travail, et vous avez travaillé notamment sur des artistes contemporains, mais je ne vais pas dévoiler le sujet tout de suite. Alors, ces projets sont extrêmement intéressants. Ils comportent des similitudes, mais aussi des approches différentes. Ce sont des projets qui s'inscrivent tous dans le parcours citoyen d'élèves, dans le projet artistique, ainsi que dans le projet d'établissement. Quelques similitudes, rapidement, avant de vous céder la parole. D'abord, c'est le thème de la table ronde, c'est une approche pluridisciplinaire. Nous verrons comment les collègues, parfois, dans le cadre d'un établissement scolaire, il peut être difficile, en fonction d'emploi du temps, de contraintes, etc., de s'organiser. Ils nous expliqueront comment, justement, ils ont pu s'organiser pour travailler avec des collègues d'autres disciplines. L'autre point commun, c'est le travail sur les archives locales. Vous avez tous travaillé sur les archives locales et, à un moment, des archives nationales. Et je pense que c'est une raison qui explique votre présence aussi. Ici, vous avez travaillé sur les archives, tous à un moment, du mémorial de la Shoah. Alors, vous expliquerez comment, des archives en ligne. L'autre point essentiel, qui est quand même ce qui nous rassemble tous ici, c'est que vous avez placé l'élève au cœur de la réflexion. L'élève permet de découvrir, de s'initier, et vous utilisez les mots de la recherche documentaire, il travaille en autonomie, et vous utilisez les mots de initiation à la démarche de l'historien,
acteurs de leur travail, critique des sources, lieu de mémoire, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une démarche centrée sur l'élève. Tout à l'heure, un des intervenants a parlé d'une démarche concrète et effectivement, vous proposez une histoire incarnée. Certes, vous appuyez sur une histoire locale et on verra que vous avez travaillé, pas uniquement, sur le destin de 3 familles, hein, je le disais tout à l'heure, la famille Kahn, la famille Bessot et la famille Niedermann sur un temps plus long. Hein. Pour la famille Niedermann, vous verrez qu'on part des années 20, mais je ne vais pas trop en dire. Le dernier point, c'est que vous avez tous... C'est la production. Hein. Très souvent, on se dit, voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Tout à l'heure, les collègues ont parlé de tâches complexes. Qu'est-ce qui reste de ce travail interdisciplinaire, concrètement, qu'ont fait les élèves, qu'ont-ils produit? Et là, vous avez des choses extrêmement intéressantes. Hein. Un collègue a créé ce qu'on appelle des boîtes d'archives. Il nous expliquera ce qu'est les boîtes d'archives. Un magazine numérique. Donc, on utilise effectivement le numérique au service des enseignements. Puis, un journal papier. Et enfin, un site extrêmement intéressant qui est consultable. Donc je remercie les 3 intervenants. Je ferai le gardien du temps, parce que Ophir m'a dit que vous ne devez pas dépasser 20 minutes, donc je me permettrai de vous rappeler quand il restera 5 minutes. Donc je vous remercie, chers collègues. La parole est donc au parcours de vie brisée sur les traces de la famille Kahn par Marie-Édith André, professeure de l'histoire-géographie au lycée Saint-François de Sales dans l'académie de Caen. C'est à vous, chers collègues. Bonjour à tous et à toutes, donc je vous remercie. Alors, le sujet que je vais vous présenter, ça va être le parcours de vie brisé sur les traces de la famille Kahn. Alors, comme vous venez de le dire, je suis en lycée professionnel et donc j'ai mené cette activité avec une classe de baccalauréat professionnel. Alors, ils ont une spécialité, la gestion-administration. Alors, pourquoi cette précision? Ce n'est pas anodin. Ce sont des élèves qui, durant leur cursus scolaire, utilisent au quotidien l'outil informatique. Et donc, dans les différentes tâches, ils vont nullement être gênés par, justement, les recherches sur les sites ou bien la réalisation de tableaux, etc. Donc, c'est vraiment une spécificité. Hein. Ce sont des élèves qui utilisent au quotidien. Alors, normalement, ça a nécessité une dizaine d'heures que j'avais programmées. Et là, on verra justement que j'ai eu un petit écart par rapport à mon taux horaire. La genèse du projet. Alors, tout d'abord, c'est une remarque que mes élèves font très souvent. L'histoire, madame, ça sert à rien du tout. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun rapport avec notre quotidien, avec la vie de tous les jours. Et donc, je vais tenter de leur prouver que, justement, l'histoire s'invite à leur insu dans leur quotidien et que, parfois, ça explique, justement, la vie de tous les jours. Donc, j'ai voulu revenir, on est d'accord, sur ce préjugé. Deuxième raison, ce sont des élèves de première, comme on disait. Ils ont déjà vu durant leur scolarité donc, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Les connaissances qu'ils ont, à mon goût, étaient vraiment très théoriques. Ils ne percevaient pas réellement l'impact humain. Ils ne prenaient pas conscience de ce que c'était que la Shoah. Ils reconnaissaient, ils avaient mémorisé des noms, ils avaient mémorisé des dates, parfois des images, vous parliez de ça ce matin, tout à l'heure. Ils mémorisaient des images des camps de concentration, mais pour moi, ce n'était pas assez suffisant. Et donc, j'ai voulu qu'ils s'approprient réellement cette page douloureuse de l'histoire. J'ai voulu, donc, par cette appropriation, ma démarche pédagogique va d'abord reposer, comme vous le disiez, sur une étude d'un cas concret, local. Donc, c'est une famille juive allemande qui s'est réfugiée, alors on ne sait pas la date, les élèves ne sauront pas, qui s'est réfugiée donc, dans notre préfecture ornaise, à Alençon, et qui va subir des rafles à différentes périodes, qui va être internée dans différents camps de transit et envoyée vers différents camps de la mort. Donc là, c'était vraiment, je voulais quelque chose de local parce qu'ils vont découvrir justement que ces personnes-là, parfois, ont donné des noms à des associations ou à des monuments qui sont dans la ville d'Alençon. Deuxième élément, toujours pour qu'il y ait appropriation, là, j'ai vraiment voulu que les élèves soient acteurs du projet. Et donc, ils vont endosser des rôles. Ils ne vont plus du tout être des scolaires. Alors, je suis avec une classe de lycée professionnel.
Donc là également particularité, ce sont des élèves qui vont régulièrement en stage, donc ils savent déjà, normalement ils connaissent, ils côtoient le milieu professionnel. Donc ils vont endosser des rôles de professionnels, tantôt ils vont être historiens, généalogistes, journalistes, maquettistes et à la fin romanciers. Alors ma démarche, l'enseignante que j'étais, je me suis complètement effacée. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, là, moi, j'étais uniquement là, présente pour les aider dans leur démarche, mais je n'ai préparé aucun questionnaire écrit. Donc ça, je vais vous revenir là-dessus tout à l'heure. Donc j'étais là uniquement pour les aider dans leur démarche, dans leur réflexion, et j'appuyais parfois en les invitant, en leur disant « Tiens, on pourrait peut-être faire ceci, tiens, on pourrait faire cela ». Et donc, parfois, c'est même eux qui ont été à l'initiative de tâches que je n'avais pas du tout prévues. Donc, c'est ça également, c'est que dans mon projet, et si jamais vous voulez mener un tel projet, l'enseignante ne maîtrise pas tout parfois. Donc, je dirais qu'il va y avoir des anecdotes, justement, pour lesquelles je ne m'attendais pas du tout. Dernier élément, là, ce côté donc un peu ludique va être renforcé par l'investigation historique. Ils vont devoir mener une enquête historique, c'est-à-dire qu'ils vont devoir donc retrouver l'identité des différents membres de la famille Kahn et leur parcours. Après, ce que j'ai voulu, toujours dans cette idée de concrétisation, d'appropriation, j'ai voulu qu'ils aient des documents sources. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des documents sources. D'habitude, ce sont les manuels, les livres. Et donc là, comme je veux qu'ils soient des historiens, ils vont être obligés de lire, d'analyser, d'étudier là des documents historiques. Alors la démarche a consisté en 6 étapes. Normalement, il y en avait d'autres de prévues. Donc là, je dirais également, il y aura des limites, malheureusement, que je n'ai pas pu éviter non plus. Et donc, il y aura 6 étapes qu'on a pu faire avec donc, les élèves. Alors, projet pluridisciplinaire, parce que ça va concerner donc l'histoire. Ma bivalence en français, vous l'avez dit, va me permettre justement donc de faire un magazine en ligne. Les arts aussi, on va voir pour la première justement étape. Et comme ce sont des élèves de professionnels, la communication donc en administration. La première étape, donc, ça va être le lieu de souvenir et d'interrogation. Donc, on va se rendre sur tout à l'heure ce que tu disais, donc un site mémoriel. Alors, cette étude aurait pu très bien se faire sur photographie. J'ai privilégié d'y aller. Alors, pourquoi ? Là, ça peut peut-être être mis en cause. J'ai voulu qu'il capte vraiment, moi, l'atmosphère. Alors, elle l'affecte, justement, on disait, parce qu'on va voir qu'il y a normalement une particularité dans ce monument. Et donc, ils vont devoir répondre à la problématique suivante. Quelles intentions les commanditaires et les artistes ont-ils voulu donner à cet édifice ? Alors, ils sont partis avec cette problématique. Mais moi, je savais très bien que ce que je voulais vraiment, ça va être poser les jalons de mon enquête historique. Donc ça, ils ne le savaient pas encore. Je leur avais dit, simplement, on va étudier le document, il faudra que vous répondiez à cette problématique. Donc, l'étude, pour répondre, ça va être une étude architecturale et symbolique du monument aux morts d'Alençon. Alors, ce monument aux morts a une particularité. Il se situe place du Général de Gaulle et en fait, c'est un rond-point. Alors, en 1960, c'était le seul échangeur routier qu'on avait sur Alençon. Donc, c'était vraiment une volonté à l'époque de la municipalité que ça soit un monument qui soit vu. Donc, là, comme je vous disais, il n'y a aucun questionnaire écrit. C'est eux qui vont, en fin de compte, faire le constat, l'observation. Et c'est par rapport à ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont me dire, que je vais poser des questions et que je vais faire émerger après des réflexions. Donc, c'était vraiment une volonté. Ce n'est pas par fainéantise, c'est vraiment moi, j'ai voulu que ce soit eux qui voient et qui observent. Alors, je ne vais pas avoir le temps de faire normalement l'étude de tout l'édifice. L'édifice est composé de 4 parties et je vais leur demander normalement de prêter plus attention à la partie réservée à la résistance. Donc là également, on étudie la symbolique, donc la sculpture, la niche, l'urne funéraire avec les fils barbelés, etc. Donc là, toute la symbolique est étudiée. Puis, je vais leur demander de prêter plus attention aux stèles mortuaires.
Donc là, aussitôt, ils ont reconnu, on est d'accord, la Croix de Lorraine. Donc là, à ce moment-là, les questions qui arrivent. Qu'est-ce que la Croix de Lorraine? Qu'est-ce que le FFI? Qu'est-ce que le FFL? Donc par rapport à leurs réponses, hop, je rebondissais sur autre chose. Et donc là, ils ont constaté par eux-mêmes que sur certaines stèles, il y avait la Croix de Lorraine, d'autres, il n'y avait pas la Croix de Lorraine. Bon, pourquoi? Étrange. Ils ont remarqué, là, comme ce que vous voyez, il y a des noms qui étaient normalement des homonymes, Mars et Mars. Mais pourquoi sont-ils pas ensemble? Est-ce des membres de la même famille, pas de la même famille, etc. Et par contre, famille Kahn. Alors là, justement, pourquoi famille Kahn? Là, il me demande, madame, il y a combien de membres là? Combien il y a de personnes dans cette famille? Moi, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Il n'y a pas de croix de Lorraine. Donc là, également, ils me disent, pourquoi il n'y a pas de croix de Lorraine? Donc là, c'était à eux de faire surgir ce type de questions. Face à ces interrogations, je leur dis, on va se rendre donc aux archives municipales d'Alençon. Et là, ils vont endosser le rôle d'historien. Comme un historien aux archives, ils vont devoir demander les documents dans lesquels, on est d'accord, ou lesquels ils pensent trouver la solution à leur réponse, à leur question, pardon. Et donc là, l'archiviste leur présente, ça va de soi, alors là, puisque ce sont des élèves donc, en professionnel et en gestion, leur présente donc le classement alphanumérique et les répertoires. Et là, individuellement, ils vont choisir donc, le carton qu'ils souhaitent. Alors là également, justement, est-ce qu'ils vont choisir le bon carton que j'avais étudié avant? Là, c'était problématique. Donc, par chance, Salomé avait choisi le bon carton. Est-ce qu'elle allait découvrir après le document? Là encore, une hypothèse qu'il fallait qu'on confirme. Et donc, un élève trouve un document. Et dans le premier document, famille Kahn, victime de la barbarie nazie. Ah là, je me dis, moi, je n'ai pas étudié ce document-là. Qu'est-ce qu'on va trouver? Et donc, c'est là que je vous dis, il ne faut pas avoir programmé quelque chose. Il faut se dire... et rester humble. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai dit, Jacques, je ne l'ai pas étudié. C'est toi qui vas me dire si on découvre quelque chose. Si on découvre quelque chose, peut-être que mon projet va aller dans une autre direction. Ça se peut. Mais ce n'est pas grave, je suis humble, on est historien. Si tu trouves quelque chose, d'accord. Donc, malheureusement pour lui, le deuxième document, famille Kahn, point d'interrogation. Des heures et des heures, il a continué. La déception, rien du tout. Alors, on s'était mis d'accord avec l'archiviste, c'est que si au bout d'une heure et demie, ils n'avaient pas demandé quand même le bon carton, on leur donnait le bon carton, d'accord? Parce que autrement, là, j'avançais pas du tout. Donc, par chance, Salomé. Alors, il y a eu des petites anecdotes. Alors, ça peut faire sourire. Je suis d'accord avec vous. On parlait de la Shoah, mais il y a eu des anecdotes avec les élèves à ce moment-là, au moment de la recherche aux archives, qui étaient vraiment très amusantes. Les élèves, ce sont des élèves donc, de gestion-administration. Certains sont tombés sur des papiers où il y avait des tonnes de factures. Et donc, ils ont dit au professeur de comptabilité qui était là, « Ah monsieur, tiens, on va vous donner ça, on va s'amuser à faire les débits et les crédits. » Puis d'autres sont tombés avec des documents, avec des monuments artistiques, justement. Et ils me disaient, « Mais heureusement qu'on a échappé à ce monument-là, madame, parce que vous avez vu comment il est. » Bon, donc, ça a prêté à sourire. Ça peut-être vous gêner, mais c'est vrai que là, il y a eu un relationnel avec les élèves qui était autre. Je n'étais plus l'enseignante vraiment avec un cours frontal. J'étais quelqu'un d'autre et eux aussi. Donc, on s'est découvert. C'est là également quelque chose de particulier pour ce projet-là. Alors, donc, Salomé, elle trouve un répertoire tout jauni dans lequel il y a, en fin de compte, le nom de toutes les victimes. Et donc, je lui demande d'abord de faire l'analyse individuellement et après, en commun, elle va dire ce qu'elle trouve. Et donc, elle s'était simplement attachée, alors c'est la dernière page en plus, elle n'a pas eu de chance, elle s'était attachée simplement aux deux familles, aux deux noms, Kahn Julius et Kahn-Ida. Donc, elle voit que ce sont deux personnes qui sont nées à Merzing, donc dans la région de la Sarre, que ce sont des personnes qui sont décédées au même moment, en novembre 1942, au même endroit, à Auschwitz. Et donc, elle faisait l'analyse de ces deux personnes-là simplement. Et là, je leur ai dit, là, c'est là qu'ils ont besoin parfois d'un petit coup de pouce.
parce que moi, je savais que les autres personnes qui étaient après sont issues de la même famille. Alors, je leur ai dit, bon, idem, ça veut dire quoi dans la quatrième colonne? Ah pareil. Je dis alors donc, la deuxième personne vivait au même endroit. Et les autres, alors, après? Oui, ils vivent tous ensemble. Alors, pour eux, normal, ils habitent dans un HLM. Ah, eh bien non, ce n'était pas un HLM. Donc, il y a une jeune fille qui a sorti son portable, Google Maps, et puis elle a regardé, elle a dit « Ah non, c'est une maison en plein centre-ville. » Eh bien, j'ai dit oui. Donc là, à partir de ce moment-là, je leur ai dit « Prêtez plus attention justement encore aux documents et regardez bien, donc justement, Meyer, admettons, elle est née Cannes. Bonnem, elle est née Cannes. Donc, en fin de compte, c'est peut-être les enfants, on est d'accord, là on ne peut pas échafauder d'hypothèses, peut-être des enfants, peut-être des cousines ou autres. Donc, à ce moment-là, on est sorti des archives, ils ont été très, très déçus. Parce qu'ils n'avaient pas les réponses à leurs questions. Oui, je leur ai dit justement, l'historien, c'est ça l'historien. C'est que les documents ont leurs limites et que l'historien se nourrit d'autres documents, il faut trouver d'autres sources. Donc là, sincèrement, le projet, je m'étais dit, il va peut-être y avoir un arrêt. Mais non. Alors, la troisième étape, on va retourner en salle. Alors là, il faut être équipé d'une salle multimédia. On va contextualiser donc les différents lieux qu'ils avaient vus, soit par carte ou soit des recherches également donc d'informations sur les différents lieux. Alors, par rapport déjà à leurs recherches, pour le document précédent, là déjà, ils avaient remarqué qu'il y avait Meyer, il est né en fin de compte en Alsace en 1909. Et ils savaient, quand je leur ai posé, mais savez-vous quelle est la situation de l'Alsace en 1909 ? Ils ont su répondre que l'Alsace était allemande. Donc je me suis dit, tiens, en fin de compte, les connaissances, ils les ont aussi. Et parfois, on se dit, mais ils ne savent rien, nos élèves. Eh bien non, on est surpris. Donc là, ils s'étaient rendus compte, ils s'étaient rendus compte donc qu'il y avait, on est d'accord, je passe rapidement, donc contextualisation, ils vont utiliser différents sites donc, pour situer Merzing, Alençon et Saverne. Là, on utilisait également donc, le mémorial de la Shoah dans l'espace pédagogique. Il y a des cartes sur lesquelles donc, on peut voir les différents camps. Là, j'aurais demandé, donc c'est eux qui ont pris les documents et qui ont vu donc, qu'il y avait des camps également en France. Alors après, donc quatrième étape, ils vont devenir de nouveau donc, des historiens et des généalogistes à ce moment-là. On va utiliser justement donc, les archives du mémorial de la Shoah. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, donc on inscrit le nom de la personne que l'on recherche et il va y avoir différentes fiches. Il peut y avoir les fiches donc, d'internement automatiquement et il va y avoir également donc, parfois des photos ou autres. Alors après, nous avons confronté, parce que justement il fallait qu'ils soient généalogistes, donc voir si véritablement quel était le lien de parenté entre les enfants, enfin entre les membres de la famille. Il a fallu confronter, parce qu'il y a parfois certaines personnes qui sont des homonymes. Donc ils ont confronté par rapport à la date de naissance, par rapport à la date de mort. Et là, ils ont constaté qu'il y avait, alors ce qui est en blanc, c'est les archives municipales d'Alençon, et celles qui sont donc en second, ce sont les archives municipales là, du mémorial de la Shoah. Et il y a des différences de date. Donc, soit qu'elles se rajeunissaient, les femmes, ou soit qu'elles se sont vieillies. Il y avait également des différences par rapport aux noms. Certains noms ont été germanisés. Certains par rapport à leur profession. Donc, sans profession, alors que là, pour la fiche d'internement, il est boulanger. Et donc là, les élèves ont été un peu déboussolés. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que ce sont les mêmes personnes ou pas ? Qui a commis ces erreurs ? Est-ce volontaire ? Est-ce que ce n'est pas volontaire ? Est-ce que c'est volontaire de dire quand on arrive dans un camp d'internement qu'on est boulanger ? Donc là, il y avait des réflexions aussi. Alors là, j'ai agrandi parce que sur celle, donc l'agrandissement de la fiche de Bonnem, Édipe et Gustel, on voit un cachet de la préfecture du Loiret. Donc c'est l'un de mes critères aussi. Je voulais leur montrer que dans la Shoah, eh bien, le gouvernement de Vichy avait été responsable de la Shoah. Alors là, ils ont découvert par eux-mêmes certains indices, parce que moi, là également, le projet a demandé énormément de temps de travail pour l'enseignant. Et parfois, certains documents, je l'avoue, je les ai lus en diagonale. Eh bien, certains élèves ont découvert par eux-mêmes
eh bien, des personnes qui habitaient dans le même lieu. Donc là, Bonnem Rebecca, elle était domiciliée au 25 rue des Granges, pareillement que les autres, alors qu'on ne l'avait pas sur le document des archives municipales. Ouais. À partir de là, donc, ils vont faire différents travaux. Et là, ils ont eu la propre initiative. Donc c'est pour ça qu'ils connaissaient et maîtrisaient. Ils ont fait des arbres généalogiques. Là, ils ont fait des tableaux par rapport aux différents convois. Alors, la jeune fille, c'était Lise Germont. Elle a fait ça sous Excel. Je ne maîtrisais pas du tout Excel. Pourquoi elle a voulu faire ça sous Excel? Parce qu'elle s'est amusée à faire des calculs par rapport à la durée d'internement de certaines personnes. Et donc, elle a constaté qu'à Drancy, eh bien, ils étaient plus longtemps internés que ceux qui étaient à Pithiviers. Alors que moi, je n'avais pas du tout pensé à ça. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de sa part. Donc, également, certains avaient fait des cartes. Là, c'était Salomé qui avait fait des cartes par rapport aux différents lieux de transit et après les dates auxquelles ils ont été déportés. Alors, ils ont été vraiment sensibilisés par Edith Bonnem, qui a 16 ans lorsqu'elle est déportée, parce que c'est une jeune fille qui était à peu près de leur âge. Et elle est partie, au départ, elle était internée avec sa mère et son frère, et elle est restée toute seule après au camp de Pithiviers. Et là, ils ont été très sensibles, et ça les a marqués. Donc, ça va donner, ils vont faire différents travaux. Et là, après, je vais profiter de ma bivalence en français pour faire un journal en ligne. J'ai profité également de la semaine de la presse pour le faire. Et donc là, ils vont s'attribuer des rôles et des rubriques. Ils vont être journalistes responsables d'une rubrique. Alors, la maquettiste, c'était Lise. Eh bien, elle était contente parce qu'elle n'avait rien à faire au départ. Lise, elle faisait rien puisqu'elle n'avait pas à rédiger. Mais à la fin, elle s'est rendue compte que trouver les photos et les bonnes photos pour synthétiser ce qui avait été mis, eh bien, ce n'était pas si évident que ça. Donc là, ils vont avoir le rôle de... On a retravaillé le français. Donc, on travaille le français parce que chaque bloc, normalement numérique, est limité dans les caractères. Et donc, il a fallu retravailler parfois les synonymes, la syntaxe. Donc là, on a retravaillé le français aussi. Oui, je conclue. Et donc là, le dernier, ça va être un récit entre fiction et romance. Donc, c'est-à-dire que ça va être un récit semi-historique. Donc, le rôle du romancier, le rôle du narrateur et le narrateur héros qu'on avait revu ici. Voilà. Donc, merci de mon écoute. Désolée pour si j'ai été un peu trop longue. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Nous allons prendre tout de suite le second projet. Nous allons écouter tout de suite le second projet et ensuite nous prendrons, une fois que le troisième intervenant se sera exprimé, nous globaliserons les questions. Donc le second projet, la Shoah de la Baule à Paris, Auschwitz et Berlin, par Jean-François Guérer, professeur au lycée Grand Air de la Baule. C'est à vous, chers collègues. Vous avez 20 minutes. Bonjour à tous, Jean-François Guérer. Je vais donc vous présenter le projet que nous avons mené dans la cité scolaire de Grand Air de la Baule, donc il y a 2 ans déjà, et en collaboration avec 2 de mes collègues, Hélène Villapadiarna, qui est prof d'art plastique du lycée, et une autre collègue qui est professeure d'histoire-géographie également, qui s'appelle Anne Morin. Alors, la genèse du projet est donc la suivante, c'est-à-dire la volonté de créer un projet de cité scolaire, c'est-à-dire d'associer une classe de 3e et une classe de première ES, parce que nous avons la chance en fait d'avoir des établissements qui sont au sein d'un même établissement. Voilà un projet donc de cité scolaire. Ensuite, le deuxième point, c'est la volonté de bâtir un projet transdisciplinaire, donc en associant histoire et art plastique. Voilà, de façon à peut-être approcher également le thème de la Shoah d'une façon un petit peu différenciée, renouvelée. Et voilà, de là tout l'intérêt de la collaboration que nous avons menée avec Madame Villapadiarna à ce propos. Enfin, un projet également qui s'inscrit dans la volonté de défendre les valeurs de la République, les valeurs humanistes,
de les transmettre à nos élèves. Alors, à la fois aux échelles, je dirais, nationales et européennes, puisque bien évidemment, dans ce projet, il y a eu un voyage qui nous a amenés jusqu'à Berlin. Alors, l'organisation et la démarche, donc 2 fils conducteurs importants. D'abord, celui de l'emboîtement d'échelle. Et d'ailleurs, le titre à ce propos est évocateur. Hein, la Shoah de La Baule à Paris, à Auschwitz et Berlin. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce titre. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, donc le croisement des regards disciplinaires, hein, histoire, art plastique. Donc 2 fils conducteurs qui s'entrecroisent, je dirais, tout au long du projet. Alors, bien évidemment, cela a supposé un travail important avant le voyage. Et avec une volonté d'ancrer notre projet dans l'histoire locale. Alors, l'histoire locale, nous l'avons appréciée de 3 façons. D'abord, par la contribution que nous a apportée Madame Sarah Francis, qui est une Anglaise qui vit à La Baule et qui a fait une recherche extrêmement importante et qui nous a servi pour voir le parcours justement de la famille Bessot. On l'a fait également dans un deuxième temps en allant à Nantes aux archives départementales, et cette étape a été extrêmement importante pour ensuite, par rapport à ce projet des boîtes d'archives, puisque on y trouve en fait, notre inspiration. Et enfin, la 3e étape a été celle du témoignage de Monsieur Peraya, qui a été déporté, au départ de Saint-Nazaire. Alors, Monsieur Peraya, que l'on a vu à 2 reprises, et la confrontation, d'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure, est assez intéressante. Alors d'abord, la famille Bessot. Donc ici, il nous a semblé important de... Nicolas parlait tout à l'heure de l'importance des visages. L'importance des visages et d'une certaine façon d'incarner le processus de la Shoah à travers, en fait, une famille, des visages. Donc en l'occurrence ici, cette famille qui a été composée de 4 personnes, hein, et dont... vous voyez en fait Jacqueline et Freddy Bessot sur la plage de La Baule, en 1939. Donc c'est une famille en fait qui est d'origine anglaise, qui a vécu d'abord au Caire, puis en Italie, à Milan, ensuite à Bruxelles, et Madame Bessot a jugé bon dès 1939, ce qui est relativement tôt, dès l'été 39, de venir se réfugier en fait à La Baule, avant même l'invasion des troupes allemandes en Belgique. Et donc voilà. Et à partir de ce moment-là, ce choix lui a été en quelque sorte assez funeste, puisqu'elle aurait pu rejoindre sa famille, la branche anglaise de la famille, à Manchester. Elle ne l'a pas fait. Et donc à partir de ce moment-là, elle a donc été raflée. La famille a été raflée le 15 juillet 1942, lors des rafles qui ont été organisées dans la région. Et ensuite, alors là, il y a une incertitude, puisque en fait, il semblerait qu'elle aurait été libérée quelques jours pour être à nouveau réarrêtée le 10 août 1942, et ce qui explique d'ailleurs que, elle a été internée au camp de la Lande, tout près de Tours. Et à ce propos, Madame Bessot nous a fourni également cette carte postale qui émane de Freddy et qui provient en fait qui a été écrite au camp de la Lande, et il écrit à un de ses amis de La Baule. En lui disant qu'il s'ennuie beaucoup et qu'il souhaiterait en fait obtenir un jeu de cartes de façon à pouvoir s'occuper un petit peu. Voilà. Ici, l'objectif, c'était véritablement l'incarnation. Oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire en fait, passer par l'histoire de cette famille. Ce qui a été aussi intéressant pour les élèves, c'est de montrer la démarche d'historien, c'est-à-dire la quête
donc des documents que Madame Francis a, effectués. Elle a fait en fait différents voyages. Hein. Elle est allée jusqu'en Italie puisque la famille avait vécu à Milan. Elle est allée également à Bruxelles. Et puis ensuite, elle a contacté la branche donc de la famille Bessot en Grande-Bretagne. Donc toute cette démarche était aussi intéressante, à mon sens, pour les élèves. Voilà. Oui. Alors ici, vous avez en fait, une photo qui présente Victor Peraya. Donc Victor Peraya, que nous avons rencontré 2 fois. Alors une première fois à l'hôtel de région à Nantes, lors d'une manifestation qui a été organisée à la fois en fait, par le rectorat et également la région des Pays de Loire. Il était accompagné de Ginette Kolinka. Et nous avons assisté, alors avec une multitude d'autres groupes, au témoignage de ces 2 rescapés. Et donc voilà. Et ensuite, quand nous sommes venus à Paris, lors de la deuxième étape, la première étape en fait de notre voyage, nous avons également retrouvé Monsieur Peraya ici, donc au mémorial. Et je dois dire que le témoignage est évidemment extrêmement important parce que là aussi, quand je parlais d'incarnation, cela passe par là. Alors au-delà évidemment de l'émotion qu'il peut susciter, il permet aussi aux élèves en fait, de s'approprier véritablement le processus. Et je dois dire en fait que ce qui est intéressant, c'est la différence entre les 2 interventions. Une intervention en fait, dans un cadre, celui de l'amphi de l'hôtel de région, avec beaucoup d'élèves et on avait la malchance d'être tout au haut de l'amphi, donc une certaine distance. Je dirais même physique, hein. Et ce qui n'a évidemment pas été le cas, puisqu'on se retrouvait en fait dans une petite salle là-haut, en proximité de Monsieur Peraya, et là, évidemment, le témoignage avait d'autant plus de force, et évidemment, les élèves en ont été extrêmement sensibles. Donc voilà, de l'intérêt aussi de s'interroger en fait sur la manière dont on peut organiser ce genre de choses. En tout cas, là, je vous livre cette expérience qui, à mon sens, peut être intéressante. Alors, voilà. Alors, ensuite, on a organisé un travail avant le voyage. Ce travail avant le voyage, en ce qui me concerne, ça a été la volonté de créer des prédits. Alors là aussi, avec des sujets qui suivaient en fait, notre ligne conductrice, qui était celui de l'emboîtement d'échelle. Alors vous voyez là, en l'occurrence, 2 exemples en fait de prédits. J'aurais pas le temps, j'aurais bien aimé vous présenter celui sur le ghetto de Cracovie, parce que véritablement c'est un travail d'élèves en fait extrêmement approfondi, et pour des élèves qui sont très investis en fait dans la réalisation du prédit. Et puis également, donc, vous voyez un autre sujet qui porte sur les justes de la Baule, puisque à la Baule, donc, nous avons 2 justes, hein, les commissaires Henri Gillot d'une part et le docteur Louis Malicot, qui se sont investis en fait, pour sauver une famille juive, donc au moment des rafles de 1942. Donc voilà. Donc ces prédits, en fait, on les a fait. Alors, je ne sais pas si je dois le dire, mais en fait sur les heures d'AP, qui normalement ne sont pas consacrées à cela. Mais bien évidemment, quand on se lance dans un tel projet, quand on se lance dans ce genre de projet, ça suppose aussi de trouver, le temps. Le temps, en fait, est une donnée extrêmement importante. Et donc, voilà. En tout cas, ça a été notre solution. Donc voilà. Alors, après, je pourrais peut-être refaire un petit bilan sur justement les prédits. Je le ferai plutôt en conclusion. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, tu peux dire ce qu'est un prédit ? Alors,
un Prezi, en fait, eh bien, c'est, comment dire, là, en l'occurrence, vous avez le PowerPoint qui est classique. Et le Prezi est un, comment dire, ouais, un mode de création sous forme, je dirais, un petit peu de carte mentale, voilà. Donc, c'est-à-dire, en fait, eh bien, on a une arborescence, en fait, qui apparaît directement sur le Prezi. Bon, c'est un procédé qui a surtout été utilisé, je dirais, dans les entreprises et qui maintenant est quelquefois utilisé en fait d'un point de vue pédagogique. Bon, voilà, c'est assez intéressant, mais ça a aussi ses limites. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. Enfin, donc, je voulais aussi souligner ce qui a été fait par ma collègue, parce que c'est surtout elle qui s'en charge. Elle a travaillé notamment avec ses élèves de 3e, donc dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation. Alors ici, une photo, tout simplement parce que bien, une de nos élèves, Lila Comte, a été primée l'année dernière. Et donc, ce qui montre aussi, je dirais, ouais, cet investissement qu'est le nôtre dans l'équipe d'histoire-géographie de traiter le problème de la Shoah. Voilà. Alors ensuite, donc bien évidemment, le voyage en 6 photos. Bon, parce qu'évidemment, on a un temps qui est relativement court. Et donc voilà, alors ça va être, comment dire, on va donc commencer par cette première photo. Ah oui, alors pardon, un voyage en 6 photos, c'est-à-dire qui associe à la fois les lieux de mémoire pour comprendre le processus de la Shoah, et puis la Shoah au travers de la réflexion en fait, eh bien, des artistes et architectes que l'on avait préalablement choisis. Alors la première photo, eh bien, c'est celle en fait, des élèves devant donc une toile d'Anselm Kiefer. Alors qui est Anselm Kiefer? C'est un artiste plasticien allemand, extrêmement reconnu aujourd'hui, et qui, je dirais, dans son œuvre, qui est multiforme, hein. Là, en l'occurrence, on voit une toile, mais c'est aussi quelqu'un, en fait, eh bien, qui a travaillé sur des installations, etc., a construit un certain nombre de choses. Mais ce qui est extrêmement intéressant, en fait, eh bien, dans la réflexion de Kiefer, c'est qu'il dit considérer l'histoire comme un matériau plastique, hein, pour mieux l'interroger. Et bien évidemment, Kiefer, il est extrêmement intéressé par sa propre histoire, c'est-à-dire l'histoire de l'Allemagne. Donc il est né en 1945 et c'est évidemment à travers son œuvre une volonté de ne pas occulter, hein, de n'occulter aucun point de l'histoire allemande. Donc voilà, donc il s'est beaucoup intéressé au nazisme, il s'est aussi beaucoup intéressé à la Shoah. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi cette photo parce que bon, on voit les élèves, donc ce qui me semblait intéressant, mais on aurait pu choisir des toiles de Kiefer plus évocatrices en fait de la Shoah, hein, notamment celle qu'il a faite eh bien, sur les rails, également sur les baraquements, etc. Donc voilà. Donc ici, en fait, eh bien, l'objectif pour les élèves, c'était de s'emparer en quelque sorte de la démarche de l'artiste. Démarche de l'artiste qui va être, on va voir différents artistes tout au long de notre voyage. Et donc là, en l'occurrence, c'était pour eux l'occasion de voir un petit peu ce qu'est cette œuvre dans le cadre de la Shoah. Alors là, je vais parler tout de suite d'un deuxième artiste allemand que l'on a vu. Il reste 5 minutes, d'accord. Donc l'on a vu donc un peu plus tard, en fait, eh bien, dans notre voyage à Berlin. Donc Joseph Beuys, donc là aussi on est allé donc au musée d'art contemporain de Berlin pour apprécier en fait eh bien les œuvres de Joseph Beuys. Donc alors lui, je dirais qu'il a une relation peut-être plus distanciée avec la Shoah, mais ça n'empêche que c'est avant tout un sculpteur, Joseph Beuys. Il a réalisé en fait eh bien des sculptures à partir donc des conducteurs de chaleur. Ça, c'est extrêmement important parce que, bien évidemment, ça fait aussi référence à son histoire personnelle. Je n'ai pas le temps de vous la dire. Mais conducteur de chaleur, c'est aussi une référence, évidemment, à la Shoah. Donc, il a beaucoup travaillé avec la graisse, il a travaillé avec le feutre, il a travaillé avec l'électricité, les ampoules, etc. Et là aussi, donc, c'était extrêmement intéressant de démontrer, en fait, aux élèves cette démarche. Donc, voilà. Alors, donc, voilà pour les artistes allemands.
Donc, ensuite, bien évidemment, comment dire, nous avons fait notre halle au mémorial de la Shoah, hein, le lieu de mémoire du génocide juif, des Juifs en France. Bon, ça semblait un passage obligé. J'aurais aimé qu'on puisse en fait continuer vers Drancy. On n'en avait pas le temps, malheureusement. Mais bon, en tout cas, leur faire comprendre que ce lieu est aussi extrêmement important pour perpétrer cette mémoire. Donc là, je vais très très vite du coup maintenant parce que oui, voilà. Donc, alors, non, il doit y avoir une photo avant, normalement. Ah, voilà, celle-là. Donc, voilà, pour ce qui était de Paris. Ensuite, nous avons pris notre bus, voyagé toute la nuit. Et nous sommes donc arrivés à Cracovie. Et à Cracovie, donc avec ici deux visites, celle d'Auschwitz-Birkenau. Donc, on y a consacré une journée. C'est-à-dire que nous avons en fait fait le choix également de faire une visite approfondie du site. Un petit peu comme Nicolas, on est allé très très loin à Birkenau, tout près des bois là-bas, en fait, eh bien, par rapport à ce qui nous a été exposé tout à l'heure. Et là, très honnêtement, j'ai vraiment envie de mettre en valeur la prestation de notre guide, Waldeck. Alors, c'est un travail, enfin, cette visite, évidemment, elle se prépare préalablement. Hein. On l'avait fait, en fait, donc avec Madame Morin, avec Anne Morin, d'ailleurs en faisant ce qu'on fait, à mon avis, pas suffisamment, des cours communs, ce qui était assez intéressant. C'est-à-dire, on était tous les deux face à nos élèves, et c'était voilà, c'est un beau moment d'échange également pédagogique. Quand on a une bonne, évidemment, ça suppose une relation de confiance avec la personne avec laquelle vous le faites. Mais en tout cas, faites-le parce que c'est une autre façon de transmettre les choses avec des appréciations qui peuvent être d'ailleurs, somme toute, quelquefois un peu différentes. Donc voilà, un cours commun que l'on a fait, 2 heures en fait à ce propos, et ensuite bien sûr, c'est extrêmement important ce cours commun parce qu'il s'agit, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, quand on est là-bas, il faut déjà apprécier le lieu en tant que tel et la difficulté en fait que cela peut représenter pour des élèves. Et ensuite donc mettre en valeur en fait notre guide Waldeck. Et alors, je vous ai apporté justement les 2 boîtes d'archives. J'en parlerai. Je ne sais pas si je vais peut-être passer plus vite parce que 2 minutes. Bon, alors donc on va plus loin. Donc donc on a visité aussi Cracovie. Donc là avec Delphine qui elle-même a été primée au CNRD. Et puis oui, tu passes. Voilà, j'ai pas le temps. Donc là, en l'occurrence ici également donc une photo de l'installation de Menachem Kadishman au musée juif de Berlin. Alors là, 2 choses importantes. Première chose, c'est qu'on a travaillé sur l'architecte du musée, c'est-à-dire Daniel Libeskind. Donc à travers en fait, un reportage que je vous recommande fortement, qui s'appelle Entre les lignes, qui a été réalisé par Stan Neumann et Richard Coppens. Voilà, un remarquable reportage qui dure une demi-heure et qui explique la démarche de Daniel Libeskind dans la constitution, la réalisation en fait de l'œuvre. Et ça marche très très bien avec les élèves. Donc voilà, je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Et bon, donc ensuite, voilà, Menachem Kadishman. Alors là, ça a été aussi extrêmement important parce qu'en fait, c'est l'installation, c'est la précédente. Oui, Menachem Kadishman, en fait, ça a été extrêmement important. C'est l'installation qui se trouve en fait dans le vide de la mémoire, dans le musée. Et là, ça a été une expérience pour les élèves importante parce que vous marchez en fait, sur ces pièces. Qui représentent les visages, et en marchant en fait dessus, évidemment, vous avez ces pièces d'acier qui résonnent et donc qui donnent vraiment cette impression de cri. Et donc pour les élèves, en fait, je dirais que c'est peut-être là, en tout cas, que la parole s'est révélée. On arrivait au terme en fait de notre voyage, et donc voilà, ils ont eu vraiment envie de s'exprimer. Alors par rapport à l'œuvre qu'ils ont trouvé en fait remarquable, c'est une expérience sensible en fait, et donc à partir de là, ils ont réagi. Et puis aussi par rapport finalement à tout ce que l'on avait fait précédemment, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là, et non pas à Auschwitz même, que Auschwitz a été exprimé par les élèves, c'est-à-dire qu'ils en ont dit en fait ce qu'ils avaient ressenti. Voilà, on passe à la voilà. Ouais, alors donc
Ouais, la restitution, alors là, j'aurais beaucoup de choses à dire parce qu'en fait, cette restitution, c'est ça, c'est la boîte d'archives. Donc on peut passer, je vous les ai apportées ici. Alors, donc, une restitution, alors voilà, initiatrice donc aux archives départementales, en fait, et bien de Nantes. Et donc on a demandé aux élèves, pour restituer le voyage, ils avaient deux objectifs. Ils étaient absolument libres de faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire, en fait, et bien, de le faire plastiquement. Donc ils ont utilisé ce qu'ils voulaient. Certains ont réalisé ça. Tu peux passer celle-là peut-être ici. Donc voilà. Et on leur demandait simplement de justifier leur démarche, c'est-à-dire par un texte qu'ils écrivaient. Et ce texte, en fait, voilà. Et je peux vous affirmer que dans ces boîtes d'archives, il y a vraiment de très très belles choses. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Je suis désolé de vous interrompre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce projet passionnant. Je pense que les collègues auront peut-être à cœur de vous poser tout à l'heure un certain nombre de questions, notamment pendant que le collègue s'installe entre les lignes. Il peut se consulter sur Internet très facilement, le reportage entre les lignes. Oui, tout à fait. D'accord. Donc on tape entre les lignes sur Google. Oui, on le retrouve très facilement. Daniel de Bioskin. D'accord. Vous le trouvez très facilement. Merci beaucoup. Donc, troisième projet, parce qu'il faut vraiment tenir le temps. L'écho de leur voix sur les traces d'une famille juive dans l'Europe centrale du XXe siècle par notre collègue Cédric Marty, qui a travaillé avec des élèves de 3e. La parole est à vous, chers collègues. Merci beaucoup. Alors, c'est à moi que revient la place la plus confortable, celle de terminer cette matinée. Et je vais essayer de vous tenir votre attention. Le projet dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui a été soutenu par la Fondation de la mémoire pour la mémoire de la Shoah, et concerne 2 cohortes successives d'élèves de 3e, un peu plus de 150 élèves en tout, qui ont travaillé en histoire et en art plastique sur le parcours d'une famille juive originaire d'Europe centrale et qui s'installe à Paris dans les années 20, qui s'appelle les Niedermann. Et avant de présenter cette famille, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette journée pour m'avoir donné l'occasion de revenir 10 ans après, là où était né finalement ce projet, grâce à la rencontre avec une autre enseignante de lettres, venue comme moi participer à l'Université d'études mémorielles de la Shoah, qui s'appelle Marie-Cécile Chang-Norbelli. L'université d'été peut parfois déboucher, on le voit, sur de belles amitiés, mais elle peut aussi donner naissance à des projets ambitieux, en l'occurrence celui de travailler sur l'histoire de sa famille dans le cadre pédagogique. J'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, de mener un projet assez important dans le cadre d'un nouvel enseignement qui me vaut aujourd'hui d'être invité à cette table ronde, les enseignements pratiques interdisciplinaires, les fameux EPI, que ceux qui sont en collège connaissent très bien. J'ai donc conçu cette présentation non pas tant pour célébrer la qualité du travail de mes élèves et de mes 2 collègues, Mathieu Labidoire et Isabelle Kaminski, avec qui j'ai mené ce projet, que pour revenir en réalité sur la logique de nos choix, l'intérêt et les difficultés d'une approche interdisciplinaire et dans l'étude de la Shoah. Et je commencerai donc par présenter brièvement la famille Niedermann, avant d'expliquer d'une part comment nous avons travaillé sur les sources en histoire, et d'autre part, je m'appesantirai davantage là-dessus, ce que l'interdisciplinarité a permis finalement d'apporter au projet comme plus-value. Alors, qui étaient les Niedermann ? Rapidement, la famille Niedermann est originaire, je l'ai dit, d'Europe centrale. Hélène Krauss est née en 1900 en Hongrie et a passé son enfance à Vienne dans l'Empire austro-hongrois. Geza Niedermann est quant à lui né en Tchécoslovaquie, donc dans le même empire, avant de s'installer en France en 1910. Il est interné en Corse pendant la Première Guerre mondiale en tant que ressortissant d'un pays ennemi. Et après-guerre, dans le cadre d'un voyage d'affaires, il est chargé d'entrer en contact avec Salomon Krosch, le père d'Hélène. Il fait sa rencontre. Et puis, elle choisit de le rejoindre à Paris, où Geza la demande en mariage en 1924. Après leurs noces, ils s'installent au 37 boulevard Saint-Martin, dans le 3e, où Geza crée son atelier de joaillerie. Ils ont 2 enfants. Alors là, c'est pour l'atelier joaillerie. Ils ont 2 enfants, Robert et Émile. Robert né en 1925, Émile en 1927. Les 2 enfants sont scolarisés à Paris. Ils ne reçoivent pas d'éducation religieuse, ne parlent que le français. Les parents entament des démarches dans les années 30 pour obtenir la naturalisation, mais ces démarches ne sont en réalité achevées que dans l'après-guerre, en 1948, dans le cas d'Hélène. Voilà en quelques mots le portrait des Niedermann à la veille de la guerre.
Et le corpus de sources dont nous disposons pour retracer leur parcours pendant la guerre peut se scinder, peut nous amener à scinder leur histoire en 3 périodes. À partir de 1940, ils témoignent des premières mesures antisémites, de la convocation à la préfecture qu'on a ici au port de l'Étoile jaune, en passant par la réalisation de l'entreprise. Une seconde période s'ouvre dans la vie de la famille avec l'arrestation de Géza pendant la rafle du Veldiv, le 17 juillet 1942. Il est emmené à Drancy, d'où il parvient à envoyer une dernière carte à Hélène. Il part le 22 juillet, donc le lendemain de cette carte, par le convoi numéro 9, et il meurt quelques jours après son arrivée à Auschwitz. Le reste de la famille bascule alors dans la clandestinité, et Hélène et son fils Émile parviennent à franchir la ligne de démarcation avec l'aide de Robert, qui lui en fait est déjà présent à Grenoble, est déjà installé à Grenoble. Et durant cette période, Hélène et ses enfants vont mener dans un premier temps, enfin vont rester ensemble dans un premier temps. Les enfants sont scolarisés au lycée de Nice, puis de Monaco, et ce jusqu'à la fin de la période de l'occupation italienne en septembre 1943. Les Niedermann, qui prennent alors à ce moment-là le nom de Bottin, on a les papiers d'identité en fait qui témoignent de cela, fuient dans l'arrière-pays niçois et devant la menace grandissante des dénonciations, finissent par se cacher dans la forêt. Là, ils font la rencontre au bout de quelques jours d'un couple d'immigrés italiens qui s'appellent Joseph et Ludovina Gallo, dont le nom figure depuis 2005 sur le mur des Justes, à l'extérieur du mémorial. Hélène est cachée à Monaco, puis au Cap d'Aille, par Joseph Gallo, et elle est alors séparée de ses enfants qui choisissent de partir pour les Hautes-Alpes, où ils ont trouvé un emploi de domestique agricole. Et à ce moment-là, on a toute une série de lettres en fait, qui racontent finalement la vie quotidienne et aussi le poids de la séparation. La troisième période s'ouvre avec l'arrestation d'Émile en juin 1944 et a donc arrêté alors qu'il tente de rejoindre sa mère en suivant un groupe de résistants italiens. Il est envoyé à l'hôtel Excelsior de Nice, d'où il écrit 3 mots à sa mère. Et dans ces 3 mots, il a pris d'apporter les papiers qui démontrent qu'il n'est pas juif. Les mots sont signés Mimile Bottin. En vain, Hélène, impuissante, ne peut empêcher la déportation de son fils vers Drancy, puis vers Auschwitz, le 30 juin 1944, par le convoi numéro 76, donc 2 ans après son père. Émile est envoyé à Auschwitz, il est ensuite envoyé à Monowitz, survit jusqu'aux marches de la mort, et finalement, il décède à Brunwald en mars 1945. Voilà, en résumé, finalement, l'histoire de cette famille, la famille Niedermann, avec, c'est pas pour rien que je vous ai montré tous ces documents, en fait. C'est pour vous montrer aussi la diversité des documents dont on disposait au moment où on a choisi de mener ce projet. On a des documents administratifs qui peuvent être parfois arides. On a des documents qui sont relatifs aux études des enfants. On a des témoignages contemporains des événements, la correspondance notamment entre la mère et ses 2 enfants. Et puis on a un entretien vidéo d'un peu plus de 3 heures dans lequel Hélène raconte sa vie, auquel s'ajoutent des souvenirs rédigés par Robert Niedermann. Donc un matériau riche, abondant, qu'on a souhaité exploiter dans un cadre pédagogique, ce qui impose de faire un certain nombre de choix, et c'est sur ces choix que je voudrais revenir, parce que je pense qu'entre collègues, c'est aussi des questions que l'on est amené à se poser. Qu'apportent finalement les témoignages dans l'enseignement de l'histoire, et en particulier dans l'enseignement de la Shoah ? On a parlé ce matin, en fait, j'ai entendu des expressions comme par exemple réhumaniser les statistiques, etc. Eh bien, effectivement, la richesse évidente d'un témoignage, c'est qu'il permet de proposer le récit d'un événement à hauteur d'homme. Et donc, par exemple, voici le récit de la rafle du Veldiv raconté par Hélène Niedermann. Et je vous la résume, mais je vais essayer de vous donner quand même la plupart des éléments. Elle est prévenue la veille de la rafle par la concierge qu'une opération va avoir lieu. Et elle tente de convaincre Géza de quitter l'appartement. Confiant dans la France, le pays des droits de l'homme, c'était une des raisons pour lesquelles ils se sont installés là, Géza s'y refuse. Hélène amène donc le plus jeune de ses fils, Robert n'étant pas présent, chez les voisins d'en face, qui refusent dans un premier temps de l'accepter, puis qu'elle doit supplier, et qui finalement accepte de prendre Émile avec eux. Hélène raconte alors les policiers français qui la pressent pour préparer une valise et les suivre. Elle raconte sa fuite par l'escalier de service. Et elle raconte aussi que de l'immeuble d'en face, Émile assiste à l'arrestation de son père, que l'on descend sur une civière parce qu'à ce moment-là, il est malade. Alors cette plongée au plus près des personnes qui ont vécu l'événement est chargée en émotions. Quand on diffuse la scène aux élèves,
On voit bien la violence contenue par les images, le déchirement d'Hélène, l'arrestation du père malade sous les yeux de son fils. Mais le récit est en même temps riche d'informations. On a la collaboration, en fait, qui est ici parfaitement montrée par la participation des Français. L'attachement aussi de Guéza à la France, qui dit quelque chose aussi. Autant d'informations qui appellent des éclairages, des explications, au fond, comme n'importe quel autre témoignage ou n'importe quel autre témoignage d'une histoire, puisque en la matière, les questions que soulève l'utilisation des témoignages n'est pas spécifique à la Shoah. Les lettres, les carnets, les souvenirs, les romans des combattants de la Première Guerre mondiale, par exemple, donnent à lire aussi leurs expériences quotidiennes, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sociales, le séjour en permission, la lecture du courrier, ou qu'elles soient émotionnelles, la peur de la mort, la blessure mutilante. Mais par-delà ces similitudes, chacun de ces écrits rend compte en fait d'une expérience individuelle, irréductiblement unique, et du contexte spécifique de sa production et de sa publication. Les témoins de la Première Guerre mondiale ne racontent pas la guerre, mais leur guerre. Et de même, les Niedermann ne racontent pas la Shoah, ils racontent leur expérience de la Shoah. Et dire ça, en fait, c'est essayer d'éviter un écueil, en fait, lorsqu'on est enseignant. On peut être tenté d'utiliser des témoignages qui rendent le mieux compte, finalement, de l'expérience commune, qui nous permet de présenter à nos élèves une forme de vécu type, d'ancrer dans leur esprit des images fortes. Alors, dans le cas de la Première Guerre mondiale, ça sera les tranchées, la boue, les rats, etc. Dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, on pourrait être tenté de chercher des témoignages qui soient les plus percutants possibles, dans un souci d'efficacité. Mais en faisant ça, il me semble qu'on passe à côté de ce qui fait la richesse des témoignages, à savoir précisément leur singularité, c'est-à-dire leur capacité à rendre compte de la complexité d'un événement qui possède son historicité propre et qui, dans le cas de la Première Guerre mondiale comme de la Shoah, se déroule en fait à l'échelle d'un continent. Et donc le parcours des Niedermann nous offre évidemment un premier aperçu de cette diversité des situations. Il rappelle que l'événement, que la Shoah en 1940 n'est pas la Shoah en 1943, qu'il permet de constater la différence entre la zone sous occupation italienne et la vie dans la capitale. Ils comprennent également, les élèves, à travers le sort de Guéza et celui d'Émile, que là aussi, dans la déportation, il existe une pluralité d'expériences. Mais encore une fois, il est important en fait d'apporter des éclairages avec d'autres documents qui permettent de contextualiser ces parcours. Et ça a été un enjeu, un souci constant tout au long de ce travail que j'ai mené avec les élèves de 3e. À chaque fois qu'on a utilisé des sources, à chaque fois on s'est posé la question en quoi les Niedermann sont représentatifs ou ne sont pas représentatifs finalement de l'expérience des Juifs. Alors si vous voulez retrouver en fait l'ensemble de ce travail historique, vous le retrouvez sur un site qu'on a mis en ligne. Mais pour vous donner un ordre d'idée en fait de ce travail de contextualisation, mais les documents, lorsqu'on a présenté la famille Niedermann, lorsque les élèves on leur les a fait travailler sur la famille, eh bien on leur a aussi donné ces documents-là pour leur montrer finalement que leur parcours, c'est-à-dire quitter l'Europe centrale et s'installer en France, c'était un parcours en fait qui correspond en fait qui correspond à quelque chose en fait qui n'est pas inédit, mais qui en réalité, mais qui ne rend pas compte non plus de l'ensemble de la vie des Juifs dans l'entre-deux-guerres. Les Niedermann témoignent donc d'une expérience qui n'est pas celle de l'ensemble des Juifs d'Europe, pas plus que le sort de Guéza ou d'Émile, déporté à Auschwitz, ne résume à lui seul celui de l'ensemble des victimes. Et là encore, eh bien, on reste dans la démarche classique de l'étude de cas en histoire, où le jeu d'échelle est toujours nécessaire. Le témoignage constitue ici un point d'entrée, un ancrage qui doit être ensuite mis en perspective avec l'histoire globale de la mise en œuvre de la Shoah, des premiers ghettos au centre de mise à mort en passant par les Einsatzgruppen. 2 mots rapides sur le voyage en fait qu'on a pu faire à Drancy pour travailler là aussi, là où s'arrêtent les traces. On n'a plus de traces d'Émile et de Guéza au moment où ils sont à Drancy. Donc on est revenu avec les élèves à Drancy à partir de la visite du site, à partir du travail d'archives avec le service éducatif du mémorial à Drancy, et à partir de la rencontre aussi avec Ida Greenspan, les élèves ont pu compléter en quelque sorte cette histoire autour du témoignage. Alors il reste une inconnue dans ce projet, et c'est une inconnue en fait évidemment qui est essentielle lorsqu'on mène un projet, c'est celle du temps, celle de la durée. Combien de temps a-t-on mis finalement pour faire tout ça? Alors j'aurais la facilité de répondre 2 ans, mais ça ne dit pas concrètement
combien de temps j'ai mis avec mes élèves. Avant de répondre, et parce que je suis aussi sous le contrôle d'un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional à mes côtés, je voudrais rappeler quand même quelques petites choses. D'abord que la réforme du collège de 2016 offre plus de souplesse dans la mise en œuvre du programme. Et je cite, « Les enseignants déterminent le volume horaire qu'ils consacrent à chaque thème ou sous-thème en fonction des démarches pédagogiques qu'ils souhaitent mettre en œuvre. » Alors ça a l'air d'être un peu cabotin de dire ça, mais en fait, on a terminé le programme cette année-là. Il y a eu que... Non, mais j'entends bien. Et ce, malgré les 7 heures consacrées à la Shoah. Alors, 7 heures en troisième, pour une période que l'on devrait normalement travailler en 2-3 heures. Voilà. Évidemment, il y a un dérapage, mais ce n'est pas un dérapage. 7 heures, ça peut paraître beaucoup, mais il s'agit de 7 heures effectuées dans un cadre très spécifique, qui est celui des enseignements pratiques interdisciplinaires. Et c'est un enseignement, ce n'est pas un enseignement supplémentaire, c'est une nouvelle modalité d'enseignement. Il s'agit pour le professeur de réaliser une partie de son programme différemment, à travers un projet, mais sans bénéficier d'une heure supplémentaire, évidemment, pour le mener. Dans l'enseignement pratique interdisciplinaire, il y a pratique. À travers ce projet, nous avons évidemment voulu amener les élèves vers une compréhension plus fine de la Shoah, mais nous avons aussi souhaité le faire en mettant les élèves en activité et en concevant chaque séance comme si c'était un atelier, généralement en salle informatique. Et il s'agissait pour nous de travailler et d'évaluer des compétences comme la maîtrise des outils numériques, le travail de groupe, le travail de coopération. Donc ce n'est pas une perte de temps, c'est un vrai travail autour des compétences. Et enfin, dans l'enseignement pratique interdisciplinaire, évidemment, il y a interdisciplinaire. Et donc il fallait trouver une collègue en fait, qui accepterait de travailler avec mon collègue d'histoire et moi. Et on a trouvé en fait notre collègue d'art plastique. Et quelle belle découverte, 1 heure par semaine, nos élèves, on allait au bout de la logique, oui, on a pu travailler en co-enseignement, histoire et art plastique, en sachant que du coup, on faisait basculer une partie de nos heures en fait, sur les EPI. Alors pourquoi est-il intéressant de mener une approche interdisciplinaire? D'abord, parce que ça fait évoluer le regard. Et ça pousse à reconnaître qu'on ne connaît pas nos collègues, on ne connaît pas leurs pratiques et on ne connaît pas les finalités en fait, de leurs enseignements. Je dois avouer, et je le fais en fait devant une professeure d'art plastique, ce qui évidemment me met très à l'aise, que j'avais sur les arts plastiques une vision doublement réductrice qui tendait à les confondre d'une part avec l'histoire des arts, ce qui n'est pas exactement la même chose, et d'autre part avec la pratique artistique. Autrement dit, finalement, si on m'avait posé la question à quoi servent les arts plastiques, j'aurais probablement répondu avec beaucoup de bonne foi que l'histoire s'adresse à l'intellect et que les arts plastiques s'adressent à la sensibilité, à la fibre artistique, à l'habileté manuelle des élèves. Et peut-être qu'il y en a-t-il encore parmi vous qui pensent ça. Eh bien, ce n'est plus mon cas, car j'ai compris en fait depuis que, évidemment, les élèves ne sont pas insensibles au sujet qu'on aborde à travers des œuvres. La puissance des images, la force d'évocation, l'identification à l'auteur ou au sujet, au fond, l'expérience du spectateur est inévitable. Mais pas plus qu'en art plastique qu'en histoire, lorsqu'on travaille avec des témoignages, la sensibilité des élèves n'est au centre du dispositif pédagogique en art plastique. En travaillant avec ma collègue, ce que j'ai découvert, c'est qu'il s'agissait surtout d'emmener les élèves à comprendre qu'une œuvre d'art résulte d'une succession de choix au service d'un propos, au service d'une intention. Choix de la technique, choix du matériau, choix du dispositif de présentation de l'œuvre. S'agissant d'élèves, en fait, il ne s'agissait pas de leur faire une œuvre d'art. Nos élèves n'ont pas fait d'œuvre d'art. Nos élèves ont fait un travail artistique, parce qu'une partie en fait, de ces choix leur échappe. Pour des raisons de matériel, notamment, on a choisi en fait, de les faire travailler sur d'abord une technique imposée. Alors, la technique imposée, en fait, ça a été 2 années, on a travaillé 2 ans dessus, donc 2 techniques différentes, mais qui disent toutes finalement un certain rapport à la mémoire. D'abord, la gravure. La gravure, en fait, elle a la particularité de poser la question de la trace, de l'empreinte, du caractère irréversible de la rayure que l'on appose sur la plaque. Et le second, c'est la construction d'un buste avec, à base de papier collé, en fait. Et là aussi, la superposition des couches, elle est assez intéressante parce que ces bustes, une fois qu'on a superposé, rend compte d'un processus, en fait, qui est un processus mémoriel. Et surtout, ces bustes, en fait, ils ont pu choisir de les concevoir en fait, comme ils le souhaitaient. Et ces élèves en fait, ont opté en fait, pour des bustes qui disent la déchirure, qui portent en eux l'expérience en fait, sur laquelle ils avaient travaillé et qui montrent autant ce que l'on cache que ce que l'on oublie.
Il s'agissait surtout, alors on pourrait croire que c'est nous qui a posteriori disant ah oui c'est parce qu'il s'il est coupé en deux, c'est parce que il a voulu dire ça. Non, non, les élèves ont dû argumenter leur choix et ils ont choisi collectivement de créer ces 4 bustes l'an passé. On est là bien sûr parfaitement en fait au cœur de ce qu'est l'art plastique. Et pour terminer, en fait, je voudrais vous donner quand même quelques exemples sur les œuvres que ça a permis de produire. Les élèves en fait ont dû travailler sur des documents et notamment sur des documents numériques. Les sources, on les a travaillées en histoire, mais comme elles étaient numérisées, en fait, ils les ont retravaillées aussi avec de l'infographie, notamment des logiciels de retouche d'image, avec une particularité, celle de devoir faire coïncider leur infographie avec la plaque de cuivre en fait qu'ils avaient gravée. Et donc ça donne des résultats en fait assez surprenants. Là, on a un exemple d'infographie qui rend compte de l'expérience du sentiment de Robert. On est en juin 1944. Cet élève a choisi de travailler sur la période où Robert apprend que son frère a été arrêté, qu'il est à l'hôtel Excelsior de Nice, et sa mère, et sa mère en fait est seule à Nice, loin. Il essaie de la rassurer. La lettre en fait en arrière-plan, c'est bien cette lettre-là. Et la photographie en fait qu'il a choisi de rapprocher, c'est une photographie de l'avant-guerre. Et en fait, ce que cet élève a voulu montrer, eh bien, c'est que la lettre en fait, elle est autant le signe du ralliement que le signe de l'éclatement finalement de la famille. Et la bande en fait qui est transversale en fait, en diagonale, qui coupe cette photographie, elle coupe aussi Robert du reste de la famille. De la même manière en fait que la lettre efface. Rend compte aussi de l'effacement en fait, du père qui a été déporté en 1942. Les œuvres portent la marque de la culture artistique que les élèves ont permis d'acquérir là-dedans. Ici, on a une œuvre consacrée aux marches de la mort à partir d'un courrier adressé à la mère d'Hélène, sur lequel en fait, a été gravée une plaque qui évidemment en fait, évoque l'installation dont mon collègue vous a parlé tout à l'heure. Et puis, cette superposition finalement entre l'infographie et la gravure, eh bien, elle va aussi permettre d'ajouter une plus-value. Et ici, on a la libération, en fait, la libération de Robert. Alors, elle est particulière parce que la photographie a vraiment été prise au moment de la libération. Pour montrer la libération, l'élève a opté et a choisi de graver en fait une chaîne qui se brise. Le symbole finalement est assez classique, mais cette chaîne en fait, si on y regarde de plus près, eh bien, elle relie toujours Robert à un bâtiment que l'élève a choisi de fondre à l'arrière-plan et qui rappelle en fait que la libération du territoire ne signifie pas un retour pour la normalité pour ceux qui ont encore des proches dont ils n'ont pas de nouvelles. Enfin, pour terminer, en conclusion, eh bien, mon souhait à travers cette intervention n'était pas, et j'espère que vous l'aurez compris, de faire la promotion de ce que nous avons fait, mais d'apporter quelques éléments sur l'interdisciplinarité. Quand on se tourne vers nos collègues d'art plastique, de lettres ou de toute autre discipline, eh bien, on se rend souvent compte qu'on ne se connaît pas réellement, qu'on ne parle pas tout à fait la même langue. On peut évidemment reculer devant cette difficulté à articuler nos logiques et nos pratiques, mais en explicitant les convergences entre les enseignements, en soulignant la complémentarité des matières, eh bien on renforce aux yeux des élèves aussi la cohérence des apprentissages sans forcément gommer la spécificité de nos approches. Ainsi, en étudiant le parcours des Niedermann avec les méthodes de l'analyse de documents en histoire, eh bien nos élèves ont fait de l'histoire. Ils ont compris la rupture que constitue la Shoah à l'échelle des individus, des sociétés et des États. Mais l'approche artistique les a aussi amenés à réfléchir sur des thèmes aussi riches et complexes que la mémoire ou les limites de la représentation. Comment représenter l'irreprésentable ou dans ce cas précis, en fait, qui est consacré à la disparition d'Émile, comment représenter l'absence? Si le dispositif des enseignements pratiques interdisciplinaires s'est assoupli cet été, ça ne vous aura pas échappé, l'approche interdisciplinaire peut se pratiquer dans d'autres cadres, et heureusement, car elle offre de multiples manières d'aborder la complexité d'un événement à hauteur d'homme. Merci. Merci à l'oratrice et aux 2 orateurs pour leur projet, leur exposé qui est empreint de passion, de dynamisme. Pour vous répondre, mais je ne sais pas si c'était une question, vous êtes saisi de votre liberté pédagogique pour mettre en œuvre des projets qui font sens
Hein, effectivement, jamais personne n'a écrit le contraire, hein, liberté pédagogique. Vos projets font sens. Ils s'insèrent tout à fait dans les valeurs de la République, dans le projet citoyen, dans le parcours citoyen, pardon, dans le parcours artistique. Vous avez rappelé tous les trois l'intérêt de l'interdisciplinarité. Effectivement, nos disciplines ont des choses à se dire. Et effectivement, par exemple, il y a Résister par l'art et la littérature, il y a 2 ans, c'était le thème du CNRD, où on a vu des choses intéressantes, des collègues de lettres travailler ensemble. Voilà, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je pense que ces projets ont suscité beaucoup d'interrogations. Vous donnez des idées, j'espère, parce que c'était la finalité aussi de ces assises. Donc, 10 minutes, Ophir, hein, promis, pas plus, pour tenir le temps, parce que je pense que vous devez peut-être commencer à avoir un peu faim. Voilà, donc, vous précisez si la question s'adresse à l'ensemble des intervenants, ou si c'est plutôt pour Marie-Édith André, François Guénard ou Cédric Marty. François Guéret, pardon. Voilà, donc première question. Madame, je suis sûr qu'en histoire des arts, vous devez avoir une question pour les arts plastiques. Voilà, donc les arts plastiques, est-ce qu'on a répondu? Alors, madame est en arts plastiques, je crois qu'elle veut poser une question, ensuite ça sera... J'avais pas de question tout de suite, mais en regardant les images, j'ai fait des captures d'écran et si vous m'autorisez, je les emploierai pour les partager avec des collègues, évidemment. Là, c'est un atelier de gravure. Alors, moi, je suis ravie parce que j'étais une élève des ateliers de gravure des Beaux-Arts de Paris. Mais j'ai effectivement pu faire acheter une presse à mon collège pour l'école ouverte, puisque en réseau d'éducation prioritaire plus, nous sommes là une semaine dans les petites vacances et une semaine en juillet, une semaine en août pour organiser des ateliers. Ça m'est arrivé de le faire. Mais bon, on ne peut pas toujours... voilà. Comment s'est effectuée cette... excusez-moi si je suis un peu longue, mais j'essaie de trouver mes phrases très rapidement. Et je suis un peu émue parce que franchement, tout ça est très très fort à mon niveau, émotionnellement. Alors, comment s'est organisée, s'il vous plaît, cette séance de gravure que je trouve exceptionnelle. Alors, franchement, travailler une discipline aussi ancienne que la gravure, la faire travailler avec les élèves, et je sais combien c'est pas facile de faire travailler ça aux élèves. Comment ont-ils travaillé? Par groupe? Comment ont-ils imprimé? À la main ou pas? Comment s'est croisé tout ça avec aussi le travail en numérique? Parce que là, je pense que c'est bien, je suis ravie d'être avec d'autres enseignants d'autres disciplines, parce que justement, on connaît très mal notre manière de travailler, on étonne toujours, on surprend, et c'est tant mieux. Et je vous remercie aussi de l'avoir précisé, parce que c'est vraiment pas facile toujours. Alors voilà, comment, s'il vous plaît, s'est organisée cette professeure collègue d'art plastique? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Alors, ça va être très facile pour moi de répondre puisque j'étais présent. C'est du co-enseignement, donc j'ai moi aussi gravé. Je vais essayer, hein, je m'y suis collé. Alors, d'abord, en fait, pourquoi, là, par exemple, la disparition d'Émile, je vous ai montré la libération. En fait, ce sont autant de thèmes que les élèves, en fait, ont choisi de représenter, et chaque élève a représenté un thème. Ensuite, ils ont organisé une installation. Alors ça, j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais ils ont une installation, un couloir de 12 mètres, qui raconte, en fait, cette histoire avec les gravures, etc. Mais dans le cas en fait de la gravure, les séances se sont déroulées de la manière suivante. Dans une partie de la classe est allée travailler en infographie, c'est-à-dire qu'ils ont eu accès aux documents numérisés et ils les ont retravaillés en fait de manière à exprimer ce qu'il y avait, donc le choix de documents, la manière de les mettre en scène, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et ensuite, l'autre partie de la classe était en gravure et ensuite on a échangé. L'atelier gravure, concrètement, en fait, ils font un premier dessin, ou plus exactement plusieurs dessins, et ensuite, ils le reportent sur la plaque de cuivre, qui fait 15 cm par 15. Ils gravent ça à la pointe sèche. Ensuite, on encre avec de l'encre charbonnelle, du noir charbonnel. Et ensuite, on le fait passer dans une presse, alors avec plusieurs tentatives, pour que la plaque de cuivre tombe pile sur l'infographie, de manière à ce que le sens que l'élève a voulu donner à son travail ne soit pas... Enfin, si la chaîne est décalée, en fait, on ne comprend plus ce que l'élève a voulu montrer. Il y a des productions d'élèves sur votre site. Alors, sur le site, on trouvera les productions des élèves il y a 2 ans, en fait, et celles de cette année vont arriver. Là, ici, on a un exemple, en fait, de ce que... Enfin, c'est l'installation finale, en fait, que les élèves ont réalisée, puisqu'il y avait aussi cette question de comment on donne à voir le travail artistique des élèves, et c'est les élèves eux-mêmes qui ont choisi la manière dont ils voulaient le montrer. C'est pour ça que je vous ai parlé de ce couloir de 12 mètres qui a été
construit par le musée de la Résistance et de la Déportation de Toulouse et qui sera montré à plusieurs occasions cette année. Merci. Une seconde question. Une troisième question pour madame. Alors déjà des remerciements parce que j'ai été très intéressée par vos 3 interventions, comme les précédentes d'ailleurs, et très émue des productions des élèves, mais aussi de la pluralité des démarches. Et voilà. Moi, je suis professeure d'italien en classe préparatoire. Je vais juste dire un mot d'introduction parce que ça va pas forcément, c'est pas forcément une évidence d'être ici aujourd'hui. En classe préparatoire, on se rend compte que malgré l'effort des collègues dans les années précédentes, la persistance de la mémoire est problématique. Notamment quand ils sont en classe préparatoire, qui sont dans des programmes qui sont extrêmement, où ils ont un degré d'expertise très très fort. Et où finalement ils ont l'impression que ça devient un peu le centre de leur univers pendant l'année du concours, etc. Alors, on a plusieurs difficultés. On a une autre difficulté aussi, et c'est le cas manifestement dans la cité scolaire. Ça peut être un défi, en tout cas, que vous avez donc affronté et relevé, qui est que l'établissement est aussi un lieu de vie où les élèves vont devoir se croiser. Et c'est une micro-société et ça fait aussi partie. Il y a aussi une finalité républicaine à l'intérieur de l'établissement. Voilà. Et en tant qu'italianiste, c'est vrai que moi, la question de la place de l'Italie au sein de la Shoah, et vous avez d'ailleurs notamment tout à l'heure souligné la singularité de cette zone. D'abord occupée par les Italiens et ensuite avec Alois Brunner reprise entre guillemets et un comportement de l'Italie sur le plan politique qui n'est pas très clair même pour les italianistes eux-mêmes et même une sorte de dilemme. Je le dirais ainsi. Est-ce que dans votre établissement, le professeur d'italien, par exemple, a pu intervenir ou pas? Est-ce que les professeurs de langue vivante ont accepté? Je sais que les défis sont importants, même en termes d'horaire pour eux aussi. Moi, je sais que, par exemple, en classe préparatoire, j'ai la liberté, notamment à travers la traduction, par exemple, d'affronter la problématique de l'émotion dont on parlait tout à l'heure, parce que l'émotion, on la voit à l'œuvre, et les élèves doivent la restituer dans la traduction. Mais est-ce que dans le secondaire, par exemple, les professeurs de langue vivante arrivent à trouver une place dans vos projets interdisciplinaires, encore une fois, dont j'admire la richesse? Merci. Concernant l'italien, je suis moi-même italianisant puisque j'ai vécu en Italie, donc voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup et je ne perds jamais une occasion en fait, dans mes cours de faire valoir l'histoire de l'Italie. Et donc voilà, alors, je sais que pour l'Italie c'est un problème la Shoah. Notamment le musée juif de Ferrare, en fait, qui est en constitution. Il y a différentes problématiques à ce propos, qui sont assez intéressantes. Alors maintenant, de là à les aborder avec nos élèves, c'est évidemment un petit peu compliqué, et on ne va pas jusque-là. Mais là, je reviens d'un voyage, par exemple, à Venise, bien évidemment dans le cadre justement d'un projet commun, toujours avec ma collègue d'art plastique, Hélène Villa-Paderna. Il est bien évident qu'être à Venise, c'est aussi parler du ghetto. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait en fait in situ récemment. C'était une interrogation des linguistes, bien sûr. Madame avait une question. Pardon, madame avait une question sur ma droite. Bonjour. Moi-même, je vous remercie de ces présentations. J'ai beaucoup aimé votre intervention, Madame André, sur le fait de la non-directivité des activités des élèves. Et ça, c'est vraiment central lorsqu'on monte des projets pédagogiques. Ma question s'adresse en réalité à Monsieur Guerrer. Le programme de troisième et le programme de première, et une partie en terminale, la question de la Shoah est très prégnante. Et ce qui est intéressant, c'est l'association que vous avez faite entre des élèves de
troisième et des élèves de première. Et j'aurais voulu savoir ce que vous... Enfin, s'il y avait eu un feedback. Alors, il y a une certaine maturité de la part des uns par rapport aux autres, une somme de connaissances qu'ils ont, puisqu'ils sont déjà passés en troisième. Qu'est-ce qui a résulté de cette association? Alors, l'objectif, c'était véritablement de créer un projet de la cité scolaire. Voilà, donc on est parti de là. Alors, à partir de là, comment dire, moi j'étais en charge des premières plutôt, puisque c'était la classe donc de première ES dans laquelle j'officiais, qui a participé au voyage. Et en revanche, Anne Morin, qui est ma collègue en fait d'histoire géo, était en charge des troisièmes. Alors des troisièmes, je dois l'avouer, qui ont un statut un petit peu particulier dans le lycée, puisque en fait, Anne intervient dans la section internationale du lycée, et c'était ces élèves qui appartiennent à la section internationale. Voilà. Donc des élèves, en fait, de bons élèves, dirons-nous, hein, avec lesquels, en fait, eh bien, il est assez facile, en fait, aussi de fonctionner. Et je dirais que, bon, je le précise parce que c'est aussi important. Je sais bien, en fait, eh bien, que les collègues qui ont des collégiens dans les zones d'éducation prioritaire ou autres, eh bien, sont confrontés à d'autres problématiques. En tout cas, le groupe en lui-même, même si effectivement, eh bien, il se comporte différemment, si la maturité n'est pas la même dans l'appréciation des choses et dans le sujet, dans la capacité en fait à pouvoir s'approprier le sujet. Le groupe a très très bien fonctionné et je crois que et les uns et les autres, les élèves en tout cas, très vite. Alors au début, il y a pu avoir chez eux quelques interrogations justement par rapport à cette juxtaposition. Mais très vite, finalement, eh bien, elles se sont effacées. Voilà. Merci. Sauf nous allons devoir mettre un terme aux questions, puisque nous reprendrons à 14h. Je remercie beaucoup les intervenants pour la qualité de leurs travaux. Je retrouve peut-être certains d'entre vous mercredi prochain, puisque Paris Créteil Versailles organise une formation autour du concours national de la résistance au lycée Henri IV. Merci aux intervenants que l'on peut encore applaudir. Bon appétit.